Zoom Info sur Europe 1, 8h52. Question ce matin sur la transition énergétique à venir. L'inflation des prix de l'énergie en ce moment nous donne peut-être un avant-goût de ce à quoi ressemblera notre avenir collectivement en termes de consommation d'énergie. Allons-nous vers un rationnement par les prix? Sommes-nous condamnés à la décroissance en la matière? Nous sommes avec Christian Gaulier, contributeur du GIEC, directeur général de la Toulouse School of Economics. Vous êtes encore contributeur du GIEC aujourd'hui, Christian Gaulier? Non, je me suis retiré parce que j'ai vraiment d'autres priorités dans les années qui viennent. Mais vous avez contribué au quatrième et cinquième rapport. On se pose cette question avec vous depuis tout à l'heure. Est-ce que la transition écologique peut être heureuse? On l'espère tous que cette transition soit la plus lisse et la plus douce possible. Mais sans doute, il faut comprendre quelque chose, je pense, c'est que probablement ce qui nous attend, c'est une baisse drastique de nos niveaux de vie, Christian Gaulier. Et quand je dis ça, je ne veux pas être catastrophiste, mais on se pose cette question qui est posée par les écologistes. Est-ce que la décroissance, finalement, est à l'avenir inéluctable? Est-ce que nous aurons le choix ou pas? Alors, la décroissance, oui, mais une décroissance ciblée sur les biens et services qui sont le plus émetteurs de CO2. Vous pensez à quoi? Par exemple, le transport en avion. Il faut peut-être promouvoir le ferroviaire, en particulier en France, avec une électricité qui est pratiquement déjà complètement décarbonée. Il faudra renoncer à l'avion. Vous pensez qu'un jour, il n'y aura plus d'avions dans le ciel? On va se priver de cette technologie? Non, je pense qu'une partie du transport aérien va basculer sur le ferroviaire. En particulier, je pense que dans des connexions à TGV entre grandes métropoles, grandes capitales européennes me semble une priorité. Enfin, je veux dire, ça me paraît assez clair, en particulier à nouveau pour la France qui a développé une électricité qui est essentiellement complètement décarbonée, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne ou la Pologne, par exemple. Mais pour eux, c'est aussi très important qu'assez rapidement, on produise une électricité décarbonée pour qu'on puisse électrifier les autres secteurs qui, de cette façon, pourraient être décarbonés. Alors, quand on réfléchit à cette question de la transition énergétique, il y a deux niveaux de lecture. Il y a d'abord sur un plan économique, comment on va la mener, technologique aussi, bien sûr. Il y a la question aussi politique, comment on rend cela acceptable. Et en France, on a l'impression d'avoir touché une sorte de mur depuis la crise des Gilets jaunes. Et comment va-t-on faire accepter aux gens cette idée que l'énergie devra coûter plus cher? C'est le point de départ quand même de ce mouvement-là. Et pourtant, c'est le sujet sur lequel tous les économistes sont d'accord. Vraiment, c'est rare des consensus pareils en économie, sur cette idée qu'il faut une taxe carbone qui va comme ça renchérir le coût des énergies fossiles, Christian Gaulier. Comment ça marche cette taxe carbone d'abord et pourquoi c'est ce qu'il faut faire? Donc d'abord, si vous voulez, le problème numéro 1 dans le problématique du changement climatique, c'est que quand vous émettez du CO2, vous engendrez un des dommages à l'environnement, des dommages pour les générations futures, et vous n'avez aucun mécanisme qui incite les consommateurs, les producteurs, enfin les émetteurs de CO2 à intégrer dans leurs décisions ces dommages-là. Et donc la proposition des économistes, sur lesquelles, comme vous le disiez il y a quelques instants, il y a un vrai consensus mondial sur cela. Il s'agit de produire un mécanisme qui fasse internaliser à l'ensemble des émetteurs de CO2 ces dommages. Et la meilleure façon de le faire, c'est de toucher au portefeuille et c'est de mettre un prix sur le carbone. Mais contrairement à la situation actuelle où la hausse de prix du gaz naturel, qui effectivement a cet effet de faire monter le coût pour les consommateurs de produits qui sont carbonés, cet argent va pour l'instant chez les oligarques russes et la nomenclatura algérienne, alors que la taxe carbone, elle engendre un revenu fiscal qui peut être utilisé pour rembourser, pour compenser, voire surcompenser les consommateurs les plus modestes. Et ça, il faut bien comprendre qu'une tarification du carbone peut être l'ami de la lutte contre les inégalités dans notre pays si on utilise ce revenu carbone, ce dividende carbone, comme disent les économistes, pour compenser les ménages les plus modestes. Ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, d'où le mouvement des Gilets jaunes, mais dans l'évolution sur lesquelles on est en train de travailler actuellement, en particulier à Bruxelles, il s'agit de rendre l'argent aux citoyens. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde, qui gagne difficilement sa vie, qui devra toujours faire le plein de sa voiture pour aller travailler, si le carburant doit monter à 2,50 €, 3 € le litre, on mettra, grâce à la taxe carbone, on lui reversera une partie de l'argent
qu'il a payé en taxes en faisant son plein. C'est exactement, ça, c'est ça exactement. Et donc, globalement, au bout de l'année, le supplément de coût lié au fait qu'il a payé son essence plus cher à la pompe peut être surcompensé par un chèque vert qui pourrait être plus important que la somme de ses dépenses supplémentaires pour se chauffer ou pour sa mobilité. Bon. Et ça, vous pensez, c'est la voie pour rendre les choses acceptables? Les gens accepteront le super à 3 € le litre si on leur fait un chèque à la fin de l'année? Je pense qu'il est possible de créer une majorité politique qui combine les gens qui ont déjà la fibre écologique avec des ménages plus modestes à qui on pourrait dire mais oui, vous allez payer l'essence plus chère à la pompe, mais nous allons vous compenser. Et cette majorité politique est à construire. Je ne la vois pas actuellement émerger, mais c'est une possibilité. Quand vous regardez les chiffres, c'est une chose qui peut être atteinte. Christian Gaulier, il y a 2 voies aussi. Mais il y a 2 voies. La première, c'est celle de se dire arrêtons certaines technologies, acceptons la sobriété, acceptons la baisse de nos niveaux de vie. Et puis il y a l'autre voie qui dit non, la technologie. Je vous donne un exemple. On est en train de développer des technologies anti-ouragan sur le littoral de la mer des Caraïbes. On refroidit les eaux de surface pour atténuer la puissance de ces ouragans. Il y a la voie par exemple aussi du nucléaire. Et on voit que c'est le débat du moment aujourd'hui. Le nucléaire retrouve un peu, d'une certaine manière, la cote en France. Vous situez où, vous, sur cette ligne? Moi, vous savez, je suis un théoricien de l'incertitude, de la décision d'incertitude. Donc, je reconnais que nous affrontons aujourd'hui un enjeu considérable, mais aussi des incertitudes radicales. Et face à cette incertitude radicale, il faut diversifier le risque, il faut investir dans la recherche et développement pour des technologies du futur, en particulier sur stockage, dans des énergies pilotables décarbonées. Vous citiez le nucléaire, ça me paraît une voie totalement indispensable, en particulier si nous sommes le seul pays dans l'Union européenne à pouvoir offrir cette électricité quand il y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. Et donc ça, c'est une solution. Mais il y en a d'autres et il faut les regarder toutes simultanément. On peut à la fois développer du nucléaire en même temps que du renouvelable. Merci Christian Gaulier d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le climat après la fin du mois. C'est paru aux Presses universitaires de France. Merci d'avoir fait le voyage depuis Toulouse pour être dans le studio d'Europe 1.